écoutez Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, en moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delaval, coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, on vous propose d'entrer avec nous et sans a priori dans le monde fascinant des entrepreneurs. La vie est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité. Voici une phrase d'Alfred de Musset qui illustre bien le parcours d'une personne qui a choisi d'entreprendre. Nous recevons aujourd'hui Mark Canfield qui, après des études à l'EPFL, est parti à New York en 2005 pour un stage dans la tech. 2 ans plus tard, il fonde avec 3 copains Livestream, qui permet à tout un chacun de diffuser des vidéos en direct sur Internet. Ça peut vous paraître rien aujourd'hui, mais à l'époque où on n'avait pas encore de smartphone, c'était une vraie prouesse. 16 ans plus tard, après avoir vendu sa start-up à Vimeo en 2017 et introduit cette branche en bourse au Nasdaq, Mark est de retour en Suisse et il nous raconte son aventure entrepreneuriale. Comme il nous le racontera, entreprendre c'est affronter beaucoup de défaites et recevoir beaucoup de coups pour seulement quelques succès. On parle tech, association, levée de fonds, intuition et confiance en soi. Bonjour Mark. Bonjour. Mark, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Mark Canfield, j'ai 41 ans. Je suis né à Istanbul, en Turquie. J'ai grandi en Suisse. J'ai fait mes études à l'EPFL. J'ai vécu 16 ans entre New York et Londres. Je suis rentré récemment en Suisse avec ma famille. Je suis marié, j'ai 3 garçons, 9 ans, 7 ans et 4 ans, qui sont des vrais miracles. Qu'est-ce que tu as étudié à l'EPFL ? J'ai étudié ingénieur en informatique. Et tu as fini en quelle année ? J'ai fini en 2005. Donc en 2005, je suis parti à New York. J'ai rejoint une société qui s'appelait LimeWire, qui était une société de peer-to-peer, de software. C'était une application de partage de fichiers. Moi, je construisais le software. Mais en gros, c'est là où j'ai découvert vraiment la force de l'échelle que tu peux atteindre avec Internet. Des millions de téléchargements tous les mois. C'était une découverte d'un modèle d'affaires que je connaissais pas du tout. 2 ans après avoir commencé là-bas, j'ai décidé de monter une boîte avec 3 autres cofondateurs. Une boîte qui s'appelait Livestream. On a monté ça en 2007. Une boîte qu'on a revendue en 2017 à Vimeo, une société qui appartenait au groupe ASI, qui est coté en bourse. En 2017, donc, j'ai rejoint Vimeo. J'étais d'abord en charge de l'intégration, évidemment. Et assez vite, ils m'ont demandé de prendre un rôle plus large. Je suis devenu président de la société. Et je suis resté 5 ans. On a amené la société en bourse en 2021. Un peu après avoir amené la société en bourse, j'ai décidé de rentrer en Suisse pour des raisons personnelles. On a décidé en famille de rentrer en Suisse. Peu après, j'ai décidé de me relancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc j'ai commencé à me remplacer dans mon rôle et je suis sorti du business de Vimeo donc à la fin mars de cette année. C'est assez récent. Entre deux, donc pendant les 10 ans de Livestream, j'ai passé 4 ans à Londres où j'ai monté une autre boîte qui était dans l'industrie du pari en ligne, la vidéo pour le pari en ligne, une boîte que j'ai vendue à une société qui s'appelait IMG, qui fait partie du groupe Endeavor, qui est aussi une société qui est cotée en bourse. Raconte-nous un petit peu ton arrivée aux États-Unis, le démarrage de Livestream, un peu toutes ces petites étapes du début quand on débarque un peu comme ça dans la grande ville. Alors mon arrivée, c'était d'abord pour LimeWire. C'était la folie, quoi. J'avais 22 ans, je découvrais une ville avec une énergie incroyable. Je suis parti parce que j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. J'avais lu aussi ce livre de Paul Graham qui s'appelait Hackers and Painters, qui m'avait pas mal inspiré sur l'aventure entrepreneuriale, de monter une boîte. Et puis, évidemment, à l'époque, l'écart entre les États-Unis et l'Europe, et particulièrement la Suisse, en termes d'entrepreneuriat dans la tech, était assez grand. Donc pour moi, c'était clair que je voulais partir aux États-Unis. J'avais l'opportunité avec le PFL aussi de faire un travail de diplôme dans une société à l'étranger. Et donc, j'avais pas envie d'aller dans la Silicon Valley parce que pour moi, c'était un campus géant de l'EPFL, la Silicon Valley. Donc j'avais envie de vivre quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé d'aller à New York et j'ai envoyé à l'époque plus de 40 CV, 40 candidatures. Dans plein de boîtes différentes de tech qui m'ont toutes refusé un stage. Il faut se rappeler que c'était pas très longtemps après le 11 septembre et donc c'était difficile d'avoir des visas et puis peut-être que mon CV leur convenait pas du tout aussi. Et j'ai finalement par hasard trouvé ce truc chez LimeWire et ce stage chez LimeWire.
Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aller là-bas. Puis peut-être alors la jeunesse du coup de Livestream qui est dans la continuité, comment ça s'est fait? Un jour tu passes de LimeWire à Livestream et puis quels sont tes premiers clients, quelles sont les premières étapes de cette aventure? Oui, comment ça s'est fait? Donc je connaissais quelqu'un socialement, en fait le colocataire d'une amie à moi qui s'appelle Max, qui m'a invité pour faire une partie de poker un soir chez lui fin 2006. Il savait évidemment que j'étais informaticien ingénieur en informatique et que j'avais une expérience sur les systèmes distribués dans le sens large du terme. Il m'a invité donc faire ce poker avec quelques autres amis et quand je suis arrivé en fait à la place de faire un poker, il m'a montré le premier prototype de ce système, de cette technologie de retransmission en direct. C'était pas un produit complet, c'était juste un prototype très basique. Mais je me souviens de mon autre cofondateur, Phil, qui était dans une autre chambre dans son appartement, de Max qui était dans le salon, et il me montre ce prototype où je vois Phil apparaître en direct dans un navigateur web, donc en direct, en vidéo direct, et je me rappelle d'avoir été fasciné par ce que je voyais. Il faut se rappeler, c'est fin 2006, l'iPhone n'existe pas encore, donc on n'a pas vraiment fait la révolution smartphone. La vidéo commence à être démocratisée. YouTube vient d'être vendu à Google pour plus d'1 milliard. Les gens commencent à consommer de la vidéo de manière assez habituelle. Mais la vidéo en direct, ça n'existe pas sur le web. Et la seule chose qui existe, c'est la télé, en fait, en direct. Mais la capacité pour n'importe qui de créer une vidéo en direct, ça n'existe pas. Donc voilà, il me montre ce prototype et il me dit on veut monter une boîte, est-ce que tu veux nous rejoindre? Et puis je me joins aux deux et un troisième cofondateur aussi. Et je commence en janvier avec eux à développer la première version du produit à côté de mon boulot. Donc j'ai décidé de pas quitter mon boulot immédiatement parce que j'avais jamais travaillé avec eux et je voulais faire une période de test. On a passé 2 mois vraiment intenses où les jours de travail, j'allais au boulot je sais pas, de 9h à 6h ou 7h. Et puis ensuite, j'allais dans l'appartement de Max et on codait jusqu'à 3-4 heures du matin. Ensuite, on s'endormait un peu tous là-bas et rebelote tous les jours pendant 2 mois. Et c'était génial. Je me suis éclaté et j'ai décidé de me lancer avec eux. Pourquoi tu quittes pas tout de suite ton boulot? Tu dis que tu voulais faire une période de test, tu voulais tester quoi? Tester le produit, tester l'alchimie avec tes cofondateurs, c'était quoi? Non, c'était vraiment apprendre à connaître les cofondateurs. C'est une décision qui est tellement importante de se mettre en partenariat avec 3 autres personnes pour monter une boîte. J'avais envie de tester, c'était vraiment essentiel pour moi. Je savais plus ou moins que j'allais quitter LimeWire à un moment ou à un autre. C'était plus, est-ce que je me lance dans l'aventure avec eux de zéro, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Écoute, d'abord, je pense que c'est la relation humaine. On s'est vraiment bien entendus. Ils sont devenus des potes vraiment proches. Encore aujourd'hui, on est potes. Moi, j'ai bossé avec Max pendant 10 ans et avec Phil et Daya, les 2 autres cofondateurs, on a bossé 16 ans ensemble. Donc jusqu'à encore très récemment, jusqu'à fin mars, ils bossaient encore avec moi à Vimeo. Et puis, je pense deuxièmement, le côté intellectuel. C'était des mecs intelligents qui me challengeaient, j'apprenais d'eux. J'avais envie de bosser avec eux, ça m'attirait de bosser avec eux, quoi. J'avais l'impression que j'allais pouvoir apprendre beaucoup d'eux. Et puis peut-être le plus important de tout, il y avait vraiment une transparence, une communication vraiment directe qui m'a convenu très bien. Ça, c'était très important pour moi. J'avais l'impression, j'étais en confiance. Voilà, j'étais vite en confiance. J'avais l'impression qu'il y avait rien de caché, il y avait rien de politique. On pouvait vraiment se dire les choses facilement. Et donc, pendant 2 mois, tu travailles en parallèle à ton job. Et puis après 2 mois, le produit, il est prêt. C'est ça qui fait que tu quittes tout ou vous n'étiez pas encore prêt mais par contre, tu t'es dit, cette fois, c'est bon, j'y vais. Non, j'avais juste envie de faire ça plein temps. Donc, j'ai quitté. Et on est parti en Inde. On a décidé que notre premier bureau allait être en Inde plutôt qu'à New York. Parce qu'on avait notre 4e cofondateur qui était indien, qui était prêt à rebouger à Bangalore, à redéménager. Il avait vécu à Londres pendant un certain temps. Et on part en Inde, monter le bureau. On pensait qu'on allait arriver un peu comme des rois, à engager plein d'informaticiens, etc.
personne voulait se joindre à nous. Personne. On n'arrivait pas à engager une seule personne. Ça nous a pris 2 mois de trouver notre premier employé en Inde. Parce que ce qu'on avait sous-estimé, c'est que la culture à l'époque, en 2007, c'était une culture en Inde qui était pour des jeunes qui commençaient leur carrière, en tout cas, d'essayer d'aller vers des grandes boîtes qui représentaient la stabilité, qui représentaient la progression de carrière. Il n'y avait pas du tout cette culture de prise de risque d'aller dans des startups. Et ça allait jusqu'au point où on avait des gens qui voulaient se joindre à nous, qui nous disaient « ça a l'air génial, votre idée, j'ai vraiment envie, mais si je rejoins votre boîte, je ne peux pas me marier. » Ça va être impossible pour moi de me marier. Donc, culturellement, en fait, il y avait un énorme blocage. Ceci dit, on a réussi à commencer à lancer la machine. Et puis, entre-temps, en parallèle, on était les 4 à bosser pour la première version du produit. Et on est revenu à New York. On a ouvert aussi le bureau à New York, plus ou moins en avril. Et en mai, on a lancé la première version du produit, le jour, en fait, du lancement du premier iPhone dans le premier magasin Apple Store au monde, qui était à Soho. Et mon cofondateur Max est allé avec une caméra et une connexion Internet se poster devant l'Apple Store. Et on était les seuls à retransmettre de la vidéo en direct. Il y avait ça dans les news, sur CNN, etc. Mais nous, on était en continu là-bas. Et tu pouvais aller sur Internet voir le lancement de l'iPhone. Et c'était énorme queue. Je ne sais pas si vous vous souvenez devant le Apple Store. On a eu des centaines de milliers de personnes qui sont venues pour visionner le contenu. Évidemment, il n'y a rien qui marchait. L'infrastructure a complètement foutu le camp. On était un des premiers utilisateurs d'Amazon Web Services, donc du service d'infrastructure d'Amazon, qui avait lancé juste quelques mois avant. Il n'y a rien qui a fonctionné. Moi, j'étais au bureau en train de redémarrer les serveurs toutes les 3 minutes. Mais on n'a pas vraiment eu une validation de notre technologie, mais on a eu une validation du marché. Apple vous a payé pour faire ça? Non, pas du tout. C'était complètement ce qu'on appellerait guerrilla marketing aujourd'hui. C'était complètement... Bon, c'est une idée géniale, quoi. En fait, de commencer sur un événement pareil. Puis je pense que vous n'étiez pas prêt du tout à un tel succès. Non, pas du tout, non. Et le lendemain, il se passe quoi? Alors, le lendemain, c'était... c'est toujours le gros down, quoi. En fait, il se passe rien. T'as ton site, il y a personne qui vient. Et puis, là, tu dois construire, quoi, petit à petit, pièce après pièce, tu construis la boîte. Donc, on a fait ça pendant 10 ans. On est arrivé à une taille de plus de 40 millions de dollars de revenus. Avec quoi comme modèle d'affaires? C'était qui le client? Ouais, la plus grande partie de ces 40 millions, c'était un modèle d'affaires SaaS, donc Software as a Service. Les clients, c'était des entreprises qui voulaient retransmettre des événements directs. Ça pouvait être des événements internes, par exemple, j'en sais rien, une conférence interne que tu fais pour ta boîte, pour que tous les employés puissent visionner, ou ça pourrait être un événement de marketing, ça peut être du sport. On avait plus de 30-40 millions de visiteurs uniques par mois. Au pic, on avait des milliards de minutes de vidéos qui étaient retransmises chaque année. Et puis, pour qu'on se rende compte un petit peu entre le moment où vous démarrez avec cette journée sur la sortie du premier iPhone, la croissance a été rapide ou il a fallu quand même plusieurs années pour trouver un modèle, pour trouver des clients et autres, ou c'était assez rapide? Non, ça c'est la version à l'eau de rose que je vous ai donnée, mais il y a eu énormément de hauts et de bas. Nous, on a eu une croissance probablement sur la longueur plus linéaire que ce que tu t'imagines quand tu commences. On a eu des périodes de croissance exponentielle, après des périodes de plus de stagnation. Il y a eu plusieurs aspects. Le premier, c'est que technologiquement, c'était une vraie innovation ce qu'on faisait. Ça n'existait pas. Donc on a eu, et ça nous a pris pas mal de temps de créer la bonne technologie. Humainement, c'était une grosse transformation parce que les gens n'avaient pas l'habitude en 2007 de retransmettre des trucs en live sur Internet. Donc il y a eu une grosse période d'éducation aussi. Nous, on s'est pas mal cherché. Au début, on avait un modèle d'affaires où on essayait d'avoir de l'audience et donc de commercialiser avec la pub. C'est ce qui se faisait en fait dans la vidéo à l'époque. C'était le modèle d'affaires de YouTube et de toutes les autres plateformes vidéo. Et en fait, la crise de 2009 est arrivée. Nous, on a eu besoin de commencer à monétiser le service parce qu'on s'est dit en 2009. On va plus pouvoir lever de l'argent pendant les 15-20 prochaines années. C'était un peu extrême. Mais on a commencé à monétiser à une période qui était peut-être pas si typique. En général, à l'époque,
les startups essayaient d'avoir le plus d'utilisateurs possible dans le plus de temps possible. Et puis, à un moment, arriver à une valorisation de malade. On n'a pas pris ce chemin-là. Donc, et pour monétiser, évidemment, quand tu monétises, tu fais des compromis. Donc, pour nous, c'était de commencer à restreindre l'accès, de mettre certaines fonctionnalités derrière un abonnement que les gens devaient payer pour pouvoir utiliser la technologie. Une fois qu'on a commencé ça, on a eu un départ un peu difficile jusqu'à qu'on commence à comprendre comment mettre en place le bon pricing, comment mettre en place le bon funnel. Je sais pas si on dit funnel en français, funnel. Et puis après, ça a commencé vraiment à décoller. Donc dans ces périodes que j'imagine, où avec des hauts et des bas, comment tu as pu tester la résilience des fondateurs et tout ça? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués où vous êtes des grands doutes ou des moments où quelqu'un a envie de lâcher? Je dis souvent que l'aventure entrepreneuriale, c'est beaucoup de défaites, beaucoup de coups que tu te prends et quelques succès. Évidemment, c'est plus nuancé que ça, mais on se rend pas très bien compte qu'il y a beaucoup de moments de doute, de solitude. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas vraiment de réponse très claire, où tu dois évidemment essayer d'avoir toutes les données que tu peux avoir, mais où tu dois suivre ton intuition. Et il y a quelques moments où tu vois la validation de ces décisions et ces moments-là qui donnent la force de continuer. Je te donne un exemple. En 2010, on a eu une levée de fonds qui est tombée à l'eau et il nous restait plus que 3 mois de cash en banque pour payer les employés. Combien d'employés t'as à ce moment-là? 50 environ. Je me rappelle d'un petit-déj, on s'est réunis avec les cofondateurs au Bowery à New York. Et on est en train de prendre le café, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour survivre. Et on a vraiment exploré toutes les solutions. Une des solutions à laquelle on a réfléchi, c'est est-ce qu'on ferme entièrement le bureau de New York et on déménage en Inde, à Bangalore, et on fait tourner le business depuis l'Inde pour sauver des coûts. Et finalement, on n'a pas fait ça. On est allé vers les équipes. On leur a expliqué le problème. On a demandé à tout le monde de prendre une réduction de salaire de 30%. Nous, les fondateurs, on a pris une réduction de salaire de 50%. Il faut bien se dire que déjà à l'époque, sur les 50 personnes, les cofondateurs, on n'est déjà pas en haut de la tour de salaire. Moi, j'étais numéro 16, je crois. Parce qu'il y a cette culture de pas payer trop les fondateurs pour qu'ils aient toujours faim. On pourra en parler plus tard, qui marche pas toujours très bien, cette culture. Mais bon, bref, on a demandé à tout le monde de prendre une réduction de salaire de 30%. Sur les 50 employés, il y en a 49 qui ont dit oui. On a fait ça pendant quelques mois, je crois, en échange. Donc, ils ont pris une réduction de salaire en échange d'equity dans la boîte, donc de devenir propriétaire partiellement. Et puis, on a fait ça pendant quelques mois et on a trouvé des solutions et on a remis tout le monde à leur salaire de base. Et on en est ressorti, en fait, beaucoup plus fort. On en est ressorti plus soudés, avec une confiance énorme les uns dans les autres, avec une équipe qui avait une motivation et une faim de réussir comme on n'avait jamais eu. Comment tu gères ces situations de stress? Comment tu les as vécues avec le recul aujourd'hui? Comment tu peux dire physiquement comment tu étais en fait? Au début, si tu n'es pas bien préparé, tu as une déception assez vite quand tu comprends que en fait, cette aventure, elle ne va pas durer 6 mois. C'est pas comme dans les films. Tu vas pas monter une boîte et la revendre 1 an plus tard ou 2 ans plus tard pour 10 milliards. Ça n'existe pas, quoi. Ça, tu te rends compte petit à petit, dans la première année, les 2 premières années, tu te rends compte que ça va être sur la longueur. Donc déjà, ça, il faut pouvoir digérer et ça te change un peu ton rapport avec le temps et comment tu gères les différents événements de la boîte. Ensuite, la résilience, au début, quand tu es jeune et que tu n'as rien à perdre, c'est plus facile. Parce que tu n'as rien à perdre, quoi. Et que de toute façon, si ça ne marche pas, tu recommenceras quelque chose d'autre. Après, plus le temps passe, plus tu as fait des compromis sur ta vie, plus tu as pris ces coupures de salaire, plus tu t'es retrouvé à avoir pas vraiment de confort ni de qualité de vie, plus ça devient compliqué de gérer. C'est ça qui crée la plus grande pression sur l'outcome, la finalité. Et pour ça, ça peut devenir une erreur. Ça, c'est un des trucs que je dis aux entrepreneurs et aux investisseurs aussi, qui font souvent cette erreur.
c'est à un moment ou à un autre, il faut donner le confort aux gens qui mettent cœur et âme, parce que sinon ça va pas être soutenable pour eux d'un point de vue personnel. Et puis après, je pense le côté un peu plus évident, c'est qu'il faut être bien entouré, quoi. Moi, ma famille, ma femme, mes amis m'ont apporté un support énorme. Mes cofondateurs m'ont apporté un support énorme. Je pense que ça aide vraiment dans la résilience aussi. Je te pose aussi cette question-là parce que souvent, l'objectif des fondateurs, même s'ils ont imaginé un exit plus tard, et puis l'objectif des différents investisseurs qui peuvent rentrer ne sont pas toujours les mêmes. Et donc là, il y a peut-être des options qui ne sont pas aussi bonnes pour les uns que pour les autres. Vous avez vécu ces moments-là où il y a des asymétries comme ça entre ce que vous les avez? Bien sûr. Ouais, en fait, la capitalisation d'une société, c'est un apprentissage qui est énorme. Je te dirais le premier apprentissage pour moi dans la levée de fonds quand la boîte est encore jeune, c'est qu'on a tendance à optimiser pour la valorisation, donc pour se faire diluer le moins possible, plutôt que pour choisir le bon investisseur ou la bonne investisseur. Et ça c'est une erreur qui est très coûteuse. Pourquoi on choisit la valorisation? Je sais pas, peut-être pour des raisons d'ego, peut-être parce qu'on a l'impression que c'est ça qui donne la vraie valeur de notre travail. Pas du tout, hein. Les valorisations, c'est une connerie. Les valorisations, c'est quelque chose qui est décidé sur l'offre et la demande. C'est un chiffre que tu mets jusqu'à que tu distribues des dividendes ou que tu vendes ta boîte ou quelqu'un a mis un vrai prix pour acheter tes actions. La valorisation, c'est une connerie. Mais pour une raison ou une autre, on a tendance à penser que c'est super, ma boîte vaut 5 millions, ou 10 millions, ou 20 millions. Et puis, en fait, ce qu'on fait comme erreur, c'est que on va la lever à des valos trop importantes, peut-être de gens qui ont moins d'expérience dans le métier. Et ensuite, on va avoir des attentes, des expectatives sur le business qui sont pas réalistes. Il faut se dire, c'est dû au modèle d'affaires des investisseurs professionnels. Quand tu lèves à 10 millions ou à 20 millions, ta sortie, elle doit être à 200 millions. Donc le moment où tu as signé le document, tu vois, tu peux être au tout début, tu as signé pour créer un business qui va valoir 200 millions. Tu vois, avec tout ce que ça implique. Et avec tout ce que ça implique. Ça, tu le comprends pas très bien, mais c'est l'attente. Et ça, c'est combiné avec ce que tu dis. Donc, le modèle d'affaires des VC, des investisseurs professionnels, c'est qu'eux lèvent des fonds pour créer leurs fonds. Ce fonds-là, il a un cycle de vie, peut-être 10 ans, par exemple, et il doit avoir un retour sur ce cycle de vie. Donc, eux ont une timeline, déjà, qui n'est pas forcément celle du business. C'est pas forcément le cycle du business. C'est pas forcément ce que tu as besoin. Et puis, ils ont un besoin de déployer le capital, parce que eux ont besoin de lever beaucoup d'argent pour faire de l'argent. C'est le modèle du VC, parce qu'ils ont le management fee, c'est comme ça que ça fonctionne, le carry. Plus ils lèvent de l'argent, plus eux font de l'argent. Et plus les VC, les investisseurs professionnels, lèvent de l'argent, plus ils ont besoin de déployer. Le chèque qu'ils vont écrire, des fois, va dépendre plus du besoin que eux ont sur leur portfolio, plutôt que ce que toi, tu as besoin. Maintenant, ça, c'est pas toujours le cas, mais il faut en être conscient quand on lève de l'argent. Et puis, la dernière chose, c'est de commencer à comprendre quel est le bon investisseur pour moi. L'alignement est extrêmement important. Tu vois, un bon investisseur va penser au long terme du business. Un des trucs que j'ai appris de IC que je trouve extraordinaire comme philosophie, c'est sois patient sur la stratégie et impatient sur l'exécution. Et ça a une valeur énorme. Un investisseur qu'on prend au début d'un business ou à n'importe quel moment, c'est quelqu'un qui va être notre partenaire pour tout le cycle du business, très souvent. Donc, il va être là, à côté de nous, chaque 3 mois, ou quand on le sollicite, ou la sollicite. Et donc, il faut bien choisir ce partenaire. Et un partenaire qui pense au long terme du business, ça a énormément de valeur. Un bon investisseur va pouvoir te donner des comparatifs.
qu'est-ce que font les autres boîtes? Tu as plein de moments dans le cycle du vie d'une société où tu te dis, mais merde, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que ce chiffre, il est bien? J'ai, je sais pas, 1 million de personnes qui viennent sur le site, j'en ai 10% qui cliquent sur le bouton Sign Up. Est-ce que c'est bien? Comment tu sais? Alors aujourd'hui, il y a de l'information sur Internet, etc., plus qu'avant. Mais l'investisseur qui a investi dans plusieurs boîtes qui ont quelque chose en commun avec ta boîte, qui ont un modèle d'affaires similaire ou qui sont dans une industrie similaire, va pouvoir te donner beaucoup d'informations là-dessus. Le bon investisseur va être là, à côté de toi, dans les moments difficiles, va avoir l'empathie. C'est difficile d'avoir cette empathie quand tu n'as jamais été opérateur. La bonne investisseur, souvent, va être aussi quelqu'un qui a opéré. C'est pas toujours le cas, mais ça aide, ou qui a été proche des opérateurs, c'est-à-dire qui a été proche des gens qui font tourner les business, qui ont engagé les mauvaises personnes et ont dû les laisser partir, ou qui ont eu ces problèmes de cash flow, ou qui ont eu un gros deal qui est tombé à l'eau au dernier moment. Cette empathie-là, elle a extrêmement de valeur, surtout dans les moments difficiles, qui sont en soi les moments les plus importants. Parce que c'est les moments définissants. Comment on fait pour trouver le bon investisseur? Ah, mais c'est compliqué. Je pense en Suisse, c'est très différent des États-Unis. Je pense qu'il faut savoir lever au bon moment. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que il faut pouvoir arriver à démontrer, selon le stade du business, il faut pouvoir démontrer qu'il y a de la vraie valeur. Donc, par exemple, si tu lèves en Series A, avant Series A, donc Seed et Pre-Seed, ça dépend beaucoup de l'équipe. Donc, il faut savoir mettre en place la bonne équipe. Series A, il faut commencer à avoir des métriques qui montrent l'attraction du business. Si tu fais du B2C, par exemple, il faut peut-être pouvoir montrer que les utilisateurs viennent et engagent dans le produit. Et peut-être reviennent une fois qu'ils ont engagé. Donc, tu peux démontrer avec des données, la qualité du produit et l'adoption du produit. Si tu fais du B2B, peut-être c'est tes premiers deals que tu signes. Et ainsi de suite. Series B, c'est différent. Il faut commencer à montrer que tu peux avoir de l'échelle, que tu commences à comprendre les canaux de distribution de ton business, etc. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui aide, c'est de faire partie de communautés. Donc souvent, les investisseurs vont aux événements d'investisseurs et aux événements de start-up. Nous, on a eu pour ça pas mal de leçons. On a été assez isolés parce qu'on était des fondateurs qui n'aimaient pas trop en fait aller faire de la socialisation en Converse et t-shirt blanc, tu vois, paraître cool et puis faire la tchatch et parler du business. On préférait aller construire, quoi. On préférait être concentré sur le business et on a moins privilégié ces moments de communauté, d'écosystème, les moments peut-être de socialisation et ça, je pense, ça nous a coûté. Les bons fondateurs que j'ai vus lever beaucoup de fonds arrivent à se créer quand même. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y en a qui c'est basé purement juste sur les qualités du business, mais très souvent arrivent à se créer une public persona. On arrive font partie de l'écosystème, de la communauté, etc. Et puis peut-être le dernier volet que je vais mentionner quand même, c'est de savoir communiquer bien. Ça, c'est quelque chose que de manière surprenante, moi, j'ai appris vraiment sur le tard. L'apprentissage, tu l'as fait par expérience ou vous avez peut-être même pris des cours ou j'en sais rien, parce que on est aux États-Unis et on a des cours pour tout. Comment tu as pu progresser sur ce plan-là, par exemple? Non, moi, j'ai dû apprendre sur le tard. Franchement, ça a été un chantier, mais tout le long de ma carrière. Ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est pas seulement apprendre à communiquer, c'est en fait aussi vouloir le faire. Il faut être intentionnel. Tu vois, je te donne cette petite anecdote. Quand il y a eu le Covid, quand le Covid a commencé à renvoyer tout le monde à la maison et que le monde était dans une incertitude incroyable, donc mars 2020, chez nous à New York, on a eu ce débat avec l'équipe exécutive on faisait
je crois une fois toutes les 6 semaines, peut-être, ou une fois par mois, on faisait ce qu'on appelait un town hall, un meeting avec tous les employés, une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines. Et on a eu ce débat, particulièrement avec ma partenaire, donc la CEO, qui a dit non, il faut faire ça maintenant toutes les 3 semaines, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et les gens ont besoin qu'on communique avec eux, ils ont besoin qu'on leur explique ce qui se passe. Et moi, je me suis battu avec elle pendant, 1 heure en lui disant mais non, mais c'est tellement une perte de temps, ça nous prend du temps de préparer, ça prend du temps à toute la société, ça vaut pas la peine, ça sert à rien. Donc encore, tu vois, ça c'est 2020. Hein. Moi, à ce moment-là, j'ai 13 ans d'entrepreneuriat et de carrière et d'avoir managé des boîtes. Et encore à ce moment-là, je suis en train de débattre avec elle. Et elle avait raison. Elle avait raison. On a fait ça toutes les 3 semaines. On a fini par faire ça toutes les 3 semaines. Et je pense que beaucoup des sociétés autour de nous ont fait ce modèle aussi. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Moi, je me rendais pas compte à quel point ça allait devenir une crise, en fait. Et c'est devenu une vraie crise pour les gens parce qu'ils étaient isolés à la maison. Et aux États-Unis, encore plus fortement qu'ici, à New York plus fortement qu'ici, les gens étaient très seuls, ils savaient pas ce qui allait se passer, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de difficultés aussi sociales autour de ça. Donc bref, tout ça pour dire que c'est pas seulement de savoir le faire, il faut avoir envie de le faire, il faut comprendre que ton rôle, plus une société grandit, plus ton rôle devient de remplir ces asymétries d'informations qui se créent en interne, parce que les gens travaillent plus naturellement par groupe spécialisé, par silo, et ton rôle principal, c'est de permettre aux gens de faire le meilleur travail qu'ils puissent faire. Et pour qu'ils puissent faire le meilleur travail, tu dois leur donner l'information et le contexte. Ça, c'est ton rôle. Tu leur donnes l'information, le contexte, le but, et les gens sont super smart, ils ont énormément de talent et ils font le meilleur travail quand tu arrives à faire ça. Mais il faut être intentionnel. Je dirais presque qu'en Suisse, on a une petite résistance quand on parle de communication. On a l'impression qu'on parle de relations publiques et ça va être du marketing. Aussi ça, mais c'est important de faire la distinction. Moi, je dis pas qu'il faut sortir et raconter des conneries ou être superficiel. C'est hyper important d'être vrai, sincère, direct. Je pense que ça fait une différence énorme dans les relations. Moi, je me suis aperçu de ça quand on a vendu la société, quand on a vendu Livestream à Vimeo. J'ai un style de communication, moi, qui est très direct. Et j'ai pu toujours avoir ce style à Livestream parce que les gens savaient que tout ce que je pensais, tout ce que je réfléchissais, mon obsession, c'était le business et que je voulais le bien du business. Il n'y a jamais eu aucun doute. Et donc, quand on avait des conversations, il y avait pas les gens se disaient pas qu'il y a d'autres intentions, il y a l'ego qui rentre en compte, etc. Et je suis arrivé chez Vimeo et dans les premiers mois, je me suis pas que des amis. Les gens se disaient, mais qui c'est ce connard de fondateur qui vient d'arriver et qu'est-ce qu'il veut et en fait, est-ce que c'est comment il peut se permettre d'être aussi direct? Et en fait, je pense que une des maladies les plus fréquentes que j'ai vues des grandes boîtes, de plague, je sais pas comment on dit, le fléau le plus commun, c'est le manque de communication directe. C'est de commencer à se soucier plus de est-ce que les gens vont s'entendre, est-ce que je vais pouvoir flatter l'ego de quelqu'un, est-ce qu'il va m'aimer ou elle va m'aimer, plutôt que de quoi a besoin le business. Et c'est un fléau parce que ça se manifeste dans toutes les conversations au jour le jour. Et ça se manifeste de manière très subtile. Tu vas parler à quelqu'un, tu vas lui dire une idée ou quelque chose que tu as fait ou parler de quelque chose que l'autre personne a fait. Et au lieu de donner ton avis clair, tu vas dire « Ah, c'est une très bonne idée, Laurent. Très bonne idée ce que tu viens de dire. Peut-être qu'on pourrait explorer ça dans quelques jours ou dans quelques semaines. » Alors que je pense que c'est une connerie totale. Et tu te sens bien. J'ai pas pris d'action dans le business, donc j'ai pas forcément heurté le business. Mais t'as pas du tout compris que je pense que c'est une mauvaise idée. On n'a pas eu de débat. Il n'y a pas eu d'honnêteté intellectuelle. Toi, t'as pas avancé.
le business n'a pas avancé. Et si tu prends cette interaction, que tu la multiplies fois 100, fois 1000, tous les jours, ça peut être ultra endommageant pour un business. Donc, pour revenir au point de départ, évidemment, ce que moi j'ai appris de ce côté-là quand Livestream s'est fait acheter par Vimeo, c'est que être direct, être transparent, ça vient avec la confiance. Tu dois d'abord instaurer un environnement de confiance. Nous, on l'avait à Livestream par défaut. Pour moi, l'apprentissage, c'est que tu dois vraiment investir pour créer cet environnement de confiance entre les gens. Et je vais te dire, c'est particulièrement problématique aujourd'hui avec tout le thème du travail à distance. Parce que le travail à distance, les gens ne se connaissent plus personnellement. Et une grande partie de la confiance que tu crées pour tes collègues, c'est de les avoir vus le matin, je ne sais pas, quand ils sont arrivés en retard parce que leur enfant est malade, ou ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont eu un chagrin d'amour, ou ils ont la tête dans le cul parce qu'ils sont sortis et ils vont te raconter ce qu'ils ont fait. C'est là où tu crées la relation personnelle et que tu commences à créer de la confiance. Et quand tu n'arrives pas à faire ça, sur la longueur, après tu commences à plus pouvoir te parler de manière directe. Bon, Marc, maintenant tu es rentré en Suisse depuis un petit moment. C'est quoi tes projets? Ouais, alors depuis un petit moment. Donc j'ai quitté Vimeo à la fin mars, donc c'est encore très récent. Et en fait, j'ai décidé de monter ma prochaine boîte. Ça va être une boîte dans les commodités, mais avec un côté tech, évidemment, vu mon parcours. Et donc ça va me consommer tout mon temps. C'est peut-être une connerie, mais j'y réfléchis très longtemps. Tu vois, c'est clair qu'après 16 ans d'aventure de Livestream, Vimeo et de l'obsession, de l'intensité, du rythme effréné, tu te dis, mais est-ce que tu as vraiment... Tu vois la montagne, elle est devant toi, et tu te dis, est-ce que tu as vraiment envie de monter cette montagne de nouveau? J'ai beaucoup réfléchi, et puis en fait, je me rends compte que c'est quand même un privilège pour moi de savoir que j'adore ce que je fais. J'adore ça. J'adore me réveiller le matin et aller construire et aller créer. Et si je le fais pas maintenant, je vais plus le faire. Donc autant y aller. Donc j'ai décidé de me lancer. Je vais faire ça à partir de la fin de ce mois. Et puis j'ai aussi rejoint un groupe d'investisseurs. J'ai rejoint ACE qui est en train de monter un fonds suisse, un fonds de VC suisse. Je vais être venture partenaire là-bas, donc je vais faire partie du comité d'investissement et aider les entrepreneurs. Et en fait, l'approche de ACE, c'est une approche qui m'a beaucoup parlé. C'est une approche qui est basée sur un groupe qui a de l'expérience dans l'opération, qui a créé, qui a grandi des boîtes, et donc qui arrive avec beaucoup des outils en fait dont on a parlé aujourd'hui. Et voilà, à travers ce véhicule-là, j'espère pouvoir aider aussi l'écosystème tech suisse, l'entrepreneuriat suisse, et puis d'autres aussi initiatives dans lesquelles je participe avec le PFL et d'autres groupes pour essayer de vraiment amener un peu mes connaissances à l'environnement ici tech. Aujourd'hui, le Marc qui a fait tout ce voyage-là avec notamment une intro en bourse, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui au Marc qui prenait l'avion en 2005 pour aller à New York et puis commencer à entreprendre? La première chose que je dirais, c'est accroche-toi, ça va durer un moment. L'aventure en vaut la peine. Je parlerai de toutes ces considérations de capital, de communication, etc. Je pense que un des trucs que j'ai mis du temps à comprendre, c'est la force de la confiance en soi. Et j'ai vécu ça, en fait. J'ai atterri à New York en août 2005 pour commencer mon aventure là-bas. Et quand je suis descendu de l'avion, sur le chemin entre l'avion et
la douane, là, dans le hall, il y avait des pancartes publicitaires. Et la première pancarte que je vois, ou en tout cas que je me rappelle de voir, c'est une photo de Einstein qui tire la langue. Tu connais cette photo probablement. Et le sous-titre, c'est As a student, he was no Einstein. C'était pas Einstein quand c'était un étudiant. Et en dessous de ça, c'est marqué Confidence, pass it on. Et ça m'avait vraiment marqué. J'ai pas compris d'abord pourquoi est-ce que le gouvernement américain faisait une campagne publicitaire sur la confiance en soi. Mais ça m'avait vraiment marqué, et il y en avait partout, de ces pancartes. C'était une grosse campagne. En fait, ce que je me suis aperçu assez vite en arrivant là-bas, c'est que peut-être pour comprendre ça, j'ai lu récemment une étude qu'ils ont fait sur quels sont les traits de caractère et les attributs qui sont le plus liés au succès professionnel. Et de tous les traits de caractère, tous les attributs, ils ont nommé 2 qui sont très corrélés. Les 2, c'est 1, la compétence, donc la connaissance, et le deuxième, c'est la confiance en soi. Et moi, ça, quand je suis arrivé à New York, je m'en suis rendu compte assez vite, parce que la confiance en soi, ça te permet de débloquer énormément de choses. Ça te permet de prendre du risque, ça te permet de convaincre les gens, ça te permet de communiquer de manière plus claire, parce que tu es moins dans ta tête. Ça te permet de faire des décisions de manière aussi plus marquée. L'indécision, c'est aussi un autre des pires fléaux des grandes sociétés. Ça te permet aussi d'être moins indifférent. Je pense que l'indifférence, c'est un des tueurs de l'entrepreneuriat. D'avoir care, d'en avoir quelque chose à faire, toujours de ce que tu fais, de mettre ton énergie dans des choses dans lesquelles tu crois, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et ça, la confiance en toi, ça t'aide beaucoup aussi. Et en fait, aux États-Unis, comme tu le vois, ils ont institutionnalisé ça de plein de manières différentes. Il y avait cette campagne publicitaire, il y a aussi plein de choses dans leur éducation qui permettent de développer cette confiance en soi. Et nous, en Suisse, on a plutôt le contraire. Ici, on a plus tendance à mettre l'accent sur l'humilité, sur la modestie. J'adore, moi, ça. Évidemment, ça, c'est quelque chose de très nuancé. Tu peux pas être un con arrogant. Mais entre les deux, il y a probablement un équilibre meilleur. Moi, à l'EPFL, j'ai passé 5 ans à galérer comme un malade. Je suis sorti de l'EPFL, j'avais l'impression d'être vraiment médiocre, quoi. J'avais l'impression d'être médiocre. Je suis arrivé aux États-Unis avec des collègues qui sortaient de MIT et de Stanford et de Yale, qui, eux, avaient l'impression d'être les rois du monde. Et donc, on commençait nos conversations et j'essayais de faire un point qui me paraissait être tout à fait raisonnable intellectuellement. Il m'écrasait, mais en 2 minutes. Il m'écrasait dans les débats. On jouait au poker. Donc, à la meilleure, il y avait énormément de poker. On jouait au poker. Il m'écrasait, mais pas du tout parce qu'ils avaient des meilleures cartes ou une meilleure technique, mais parce qu'ils avaient la confiance. Ils exultaient la confiance en eux. Et ça, petit à petit, avec les années, j'ai appris ça. Et évidemment, c'est un cadeau énorme pour maintenant, là où j'en suis, pour me permettre de nouveau prendre le risque de remonter une boîte. C'est probablement le plus gros cadeau que j'ai reçu de mon expérience des 16 dernières années. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marc.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre particulièrement riche avec Marc. Comme il nous le raconte, c'est un privilège de créer une entreprise et de vivre une aventure entrepreneuriale. Marc a vécu pleinement cette obsession et cette intensité d'une boîte qui part de rien et qu'on amène au Nasdaq, rien que ça. Et quand bien même, 16 ans après, tu connais la montagne à gravir, aujourd'hui, Marc a envie d'y retourner et de recommencer une nouvelle aventure entrepreneuriale. J'ai beaucoup apprécié écouter Marc sur l'impossibilité de prendre des décisions stratégiques, celles qui concernent le futur, uniquement en se basant sur des données. Car personne ne connaît l'avenir, donc personne n'a encore les bonnes données pour l'avenir. Donc, il faut de l'intuition. Et surtout, il faut être capable de faire confiance à son intuition et de travailler très dur pour obtenir des validations. Comme il nous l'a raconté, d'abord une validation de marché, quand des dizaines de milliers de personnes venaient sur leur site internet pour vivre en direct le lancement de l'iPhone, et ensuite une validation de la technologie. J'imagine d'ailleurs que faire les choses dans ce sens n'a pas dû être évident pour un ingénieur, parce qu'on le sait que les ingénieurs sont plutôt techno-push que market pull. Quoi qu'il en soit, il faudra également dans l'aventure de Marc une équipe autour de lui, d'abord cette équipe de 4 cofondateurs à la base du projet qui avaient envie de faire quelque chose ensemble, avec beaucoup d'honnêteté et d'intensité, mais ensuite également des équipes d'employés qui, grâce à une communication là encore honnête, directe et transparente, se font confiance les uns les autres et vont développer une soif de réussir qui va les amener au sommet, malgré, on l'a bien compris, des épreuves et des tempêtes. Et on comprend également en écoutant Marc l'importance de choisir les bons investisseurs, avec cette maxime qu'on retrouve chez Ace Company, que j'ai personnellement beaucoup apprécié, soit patient sur la stratégie et impatient sur l'exécution. Car un bon investisseur est avant tout un partenaire dans la durée. Il doit penser au long terme. Et les meilleurs investisseurs sont évidemment ceux qui comprennent ce que ça implique d'opérer un business en croissance et qui va pouvoir partager avec les équipes fondatrices les bons outils et les bonnes métriques pour ce business. Enfin, j'ai beaucoup aimé les réflexions de Marc sur d'une part l'importance de communiquer avec comme point de départ la volonté de le faire, la volonté de communiquer, et d'autre part l'importance de la confiance en soi qui, couplée aux bonnes compétences, est l'un des ingrédients du succès. Voilà. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous recommande cette fois-ci non pas un mais 2 ouvrages. D'abord le livre No Rules sur Netflix de Reed Hastings et Erin Meyer, qui offre une perspective intéressante sur l'importance de la communication directe et honnête dans le contexte de la culture d'entreprise de Netflix et comment ces principes peuvent être adaptés pour les startups et les autres types d'entreprises. Et un deuxième ouvrage, Qu'est-ce qu'un chef, d'un général français, Pierre de Villiers. Il aborde des thèmes que nous avons évoqués avec Marc, comme par exemple la gestion de l'incertitude, la communication efficace, la confiance ou encore la création d'une vision cohérente pour guider une équipe. Bien que le livre soit basé sur des expériences militaires, les principes de leadership et de gestion qu'il présente sont largement applicables aux startups. Voilà, et avant de conclure, si vous avez aimé cet épisode, ce qui devrait être le cas, étant donné que vous l'avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à le partager avec d'autres de vos amis qui pourraient avoir un intérêt. Et si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle de Genilem sur notre site genilem.ca.